Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler franc-maçon, Illuminati, mondialisme, Trump et Poutine. Comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera pas le faire. Pourtant, elle a voulu, elle a essayé, elle l'a demandé à Robert Namias et il a dit non, tu ne le feras pas, donc nous le ferons à sa place ici à Géopolitique Profonde. Et pour ça, je reçois celui que vous aimez tant, Pierre Hillard, pour son dernier livre. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Vous aurez 7 jours d'essai gratuits, mais pas que. Le dernier article de Pierre-Antoine Plaquevent et Youssef Indy en exclusivité pour Géopolitique Profonde. Donc, vous cliquez sur ce lien. N'oubliez pas. Et puis, il ne faut pas avoir peur. La boutique géopolitiqueprofonde.com est ouverte. Bonjour, cher Pierre. Je suis vraiment très content de vous recevoir. En plus, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu ici. Mais vous êtes toujours, bien entendu, le bienvenu. Pourquoi, justement, ce livre sur ce prince qui est très méconnu par nos contrées ? Bonjour Mike, et grand merci de me recevoir. Écoutez, en fait, le prince Charles de Hasse-Cassel, il faut le situer, 1744-1836, je le connais depuis de très nombreuses années parce que, m'intéressant à la franc-maçonnerie, aux frères asiatiques, grâce en particulier aux travaux de l'éminent universitaire israélien Gershom Scholem, c'est comme ça que j'ai appris l'existence de ce personnage, de ce prince, et d'autant plus que, il était franc-maçon, chef de la maçonnerie allemande, mais surtout, il est devenu, dans les années 1780, le patron des frères asiatiques et la super élite ésotérico-messianico-maçonnique, fondée à l'origine par un juif autrichien qui s'appelait Moses de Bruska. Il a changé de nom, il s'est appelé Julius Frey, et qui était le petit cousin du messianiste Jacob Frank, qui a théorisé la fameuse formule « la rédemption par le péché ». Et donc, c'est comme ça que je connaissais depuis de nombreuses années le prince Charles de Hasse-Cassel. Et puis, un jour, je suis tombé sur ses mémoires. Mémoires qui s'arrêtent à la veille de la Révolution française, qu'il a rédigées dans les années 1816-1817. Je les ai lus et à la lecture de ces mémoires, j'ai décidé de les rééditer. Donc, avec une longue préface qui fait plus de 70 pages. Alors, je précise que les mémoires du prince Charles de Hasse-Cassel sont disponibles uniquement sur Book Edition, comme les bouquins sur les Lubavitch ou bien l'ambassadeur Gontaut-Biron. Et j'ai voulu rééditer cet ouvrage, ces mémoires, parce qu'on a une photo extraordinaire des élites européennes, germaniques, mais aussi d'autres pays, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et là, on apprend plein de choses, parce que le prince Charles de Hasse-Cassel, il faut le présenter, était au sommet de l'élite sociale. Il était d'abord le petit-fils par sa mère du roi d'Angleterre, George II. Donc lié au monde britannique, à la City de Londres, à la maçonnerie. Il faut savoir que le frère de Charles de Hasse-Cassel, Guillaume de Hasse-Cassel, était la plus grande fortune du Saint-Empire romain germanique, et le trésorier s'appelait Mayer Amschel Rothschild. Et ça, on le sait grâce aux travaux de Fritz Backhaus, qui est le directeur du centre d'études germaniques, le centre judaïque de Francfort. Et c'est ce même Guillaume de Hasse-Cassel qui a envoyé 20 000 Essois, la S, pour l'Angleterre, pour lui permettre d'envoyer ses troupes essoises en Amérique du Nord, la fameuse guerre d'indépendance des insurgés américains. Ce Charles de Hasse-Cassel était le conseiller politique du roi de Prusse. Il était le chef de la maçonnerie allemande, comme je l'ai dit, le chef dans les années 1780 des frères asiatiques. Et il est en plus lié par des liens familiaux au roi de Prusse, puisque sa cousine, Wilhelmine de Hasse-Cassel, était mariée au frère cadet du roi de Prusse, Henri de Prusse. Et j'essaie encore de voir tous les traits. Ah oui, le banquier personnel de Frédéric II de Prusse était juif, qui s'appelait Isaac Daniel Itzik, était membre des frères asiatiques, contrôlé par Charles de Hasse-Cassel. Donc, il était au sommet du pouvoir, il avait plein de connaissances, il connaissait les secrets de son époque. Et c'est ça qui m'a poussé à rééditer cet ouvrage, parce que c'est très moderne, en particulier avec la tourne d'esprit des élites de l'époque,
déjà la modernité du sujet, puisque en 1783, Catherine de Russie, à l'origine qui était une princesse allemande, Anne Halbserbst, a conquis la Crimée, et que Frédéric de Prusse était inquiet. Il voulait faire la guerre à la Russie de Catherine II, et c'est le Charles de Hesse-Cassel qui va l'inciter à ne pas faire la guerre en lui disant que Catherine II était soutenue financièrement, on ne dit pas soutenue financièrement, le verbe utilisé au XVIIIe siècle, pensionnée par l'Angleterre, parce que l'Angleterre espérait créer un conflit entre la Russie de Catherine II et la Prusse, pour affaiblir évidemment. Et en fait, cette histoire de Crimée, et avec l'Ukraine, parce que Catherine II va conquérir les territoires, eh bien, en fait, c'est très moderne avec notre époque. Et on peut déjà montrer une carte, la carte de la République des deux nations. Pologne-Lituanie, au XVIIe siècle, qui est l'époque de l'apogée, où cette étendue géographique allait de la Vistule jusqu'en gros la mer Noire, où une grande partie... Voilà, on va montrer la carte. En fait, voilà. Je vais faire un peu l'historique. C'est la Pologne et la Lituanie qui se sont alliés en un seul et unique pays. République des deux nations. Voilà. C'était malgré tout sous commandement plus polonais que lituanien. Et voilà, regardez, c'était immense. Kiev faisait partie, voilà, la Biélorussie. Bien sûr. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, même le roi de Pologne avait fait la guerre à la Russie, avait battu la Russie, était resté tsar pendant 3-4 ans de Russie. Et oui, pour montrer que finalement, c'était vraiment un territoire, tous ces territoires étaient disputés. Et en fait, ce que j'ai montré, et que je veux montrer durant cette émission, c'est que ce qui se passait à l'époque du prince Charles de Hesse-Cassel, c'est très moderne, avec le 19e siècle, avec Bismarck, qui, dans ses mémoires, enfin, qui s'intitule « Penser, souvenir », montre qu'il y a au sein du monde germanique deux branches, une branche pro-russe à laquelle il appartenait, et une branche anti-russe soutenue par l'Angleterre, comme par hasard. Et Bismarck raconte que la branche anti-russe, soutenue par l'Angleterre, avait pour objectif de démembrer la Russie avec l'annexion des pays baltes, en lien avec la Suède, et Bismarck était archi contre. Et ensuite, on a, là je vais m'arrêter à faire une pause, mais la Première Guerre mondiale, avec le traité de Brest-Litovsk, et il y a la tentative pour le Kaiser, enfin l'empereur Guillaume II, la volonté de contrôler l'Ukraine, le Caucase, et il y a cette fameuse carte qui est parue dans le New York Times de février 1918, où l'Allemagne, en 1917-1918, essaie de contrôler. Voilà. Donc, c'est ça que j'essaie de montrer, c'est que ce qui se passait déjà au temps de Charles de Hesse-Cassel, ça va continuer jusqu'à notre époque. Donc déjà, ces territoires qui devaient être contrôlés par l'Allemagne, et puis la défaite de 1918 fait que ça va tomber à l'eau. Il faut savoir que, par exemple, revenons sur la carte de Pologne-Lituanie. Oui. Au nord... alors, revenons à la carte. Voilà. Au nord, vous avez vu, là, au nord, là où c'est haché comme ça, oui. C'est un territoire teuton. Mais oui. Qui sont revenus des croisades. L'ordre teutonique. Voilà. L'ordre teutonique. Et d'ailleurs, ces villes... L'actuelle Kaliningrad, je crois. Alors, Königsberg. Et puis la ville de Tallinn a été fondée à l'origine par les chevaliers teutoniques. Et d'ailleurs, vous aviez ce qu'on appelait une noblesse germano-balte. C'est ça. Qu'on retrouve ensuite dans les armées du tsar, avec des noms typiquement germaniques, mais en fait, ce sont les lointains descendants de cette noblesse teutonique qui a accepté de servir le tsar.